Voici le podcast enregistré avec Gisèle, une figure clé de l'histoire du Trésor des Ozes. En 1985, elle a joué un rôle déterminant aux côtés du maire de l'époque, Monsieur Jean Fagette, pour rapatrier et conserver ce trésor sur ses terres d'origine. Durant ces 15 minutes d'interview, Gisèle nous livre un témoignage vibrant, ponctué d'anecdotes inédites qui éclairent les coulisses de cette aventure. Nous avons choisi de partager l'intégralité de cet échange pour préserver toute la richesse et l'émotion de ses souvenirs. Un grand merci à Gisèle pour sa générosité et ce précieux retour dans le temps. Nous sommes en présence de Gisèle Jorga-Caracos qui va nous livrer ses mémoires sur l'histoire captivante de la découverte du Trésor des Ozes qui fête cette année ses 40 ans et également la conservation de ce trésor. Alors, bonjour Gisèle. Alors, on est le 18 octobre 1985 et vous Gisèle, à cette époque, qui êtes-vous? Et racontez-nous cette histoire captivante de cette découverte. Avec grand plaisir. 40 ans déjà. Oui. À cette époque-là, j'étais adjointe à M. Fagette, maire des Ozes. Et l'histoire du trésor commence par l'élaboration du POS, du plan d'occupation des sols, puisqu'à l'endroit où nous avons trouvé ce trésor, c'était l'ancienne cité Élusa. Et quand il y avait un permis de construire de demander, M. Fagette ordonnait une fouille systématiquement. Et c'est au cours de ce dernier jour des fouilles, le 18 octobre 1985, à la dernière heure, à la dernière minute, que ce trésor a été découvert par le père d'un archéologue qui s'appelait M. Dieulafay, sous la direction de M. Daniel Chad. Donc, ce trésor a été découvert. Alors, c'est une petite anecdote, mais le père de M. Dieulafay, quand ce trésor est tombé entre ses mains, il a eu un malaise. Il est allé chez M. Fagette qui était maire. M. Fagette n'était pas là, puisque M. Fagette était aussi vétérinaire, donc il avait quand même sa fonction. Et Madame Fagette étant toute seule, elle m'appelle pour me dire ce qui se passait. Moi, je n'ai pas pu y aller, donc ce n'est que le lendemain que j'ai appris toute l'histoire. Donc ce trésor est resté dans la nuit à Eoz. Monsieur Chad a dormi dans sa 4L sur le trésor, et ensuite ce trésor, le lendemain, est parti à Toulouse. Ça, c'est le début de l'histoire. D'accord, donc il y a une continuité à cette histoire. Oula, il y a et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors là, il y a un très, très, très long cheminement. Donc, ce trésor, nous sommes allés le voir, le conseil municipal. En fait, nous étions M. Fagette, M. Bonnet, M. Nickel, mon époux et moi-même, sommes allés à Toulouse pour voir ce trésor. C'était rue Rémusat, si je me souviens bien, mais il y a 40 ans. Et ma mémoire ne fait pas encore défaut, ça peut bientôt arriver. Donc, nous sommes entrés dans cette maison, d'un coup d'épaule, la porte s'ouvrait. Et là, quand nous sommes arrivés dans cette maison, il y avait un escalier en bois. Toutes les pièces étaient sur l'escalier. Et à droite, il y avait une salle avec une grande table. Et là, il y avait les bijoux. Et j'ai été émerveillée par ces bijoux. Et mon instinct féminin a fait que j'ai pris le joyau de ce trésor qui est une bague avec des camets et que j'ai passé. J'avoue que même en y pensant aujourd'hui, j'ai mon cœur qui bat parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. Donc voilà, nous avons été conscients de cette valeur de ce trésor. Et au retour à Eoz, bien, nous nous sommes posé la question, comment faut-il récupérer ce trésor? Et oui, donc il y a eu encore une autre étape, parce qu'il fallait que vous ayez un bâtiment ou quelque chose pour pouvoir le conserver. Et voilà, et alors là, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est une histoire un petit peu... Donc M. Fagette a fait toutes les démarches auprès de Saint-Germain, parce que ce trésor a été nettoyé, il a été évalué, et après il est parti au musée national à Saint-Germain-en-Laye. Et il y a une petite anecdote, là on était toujours en train de savoir comment on allait avoir ce trésor à Eoz. Nous revenions de Grèce, puisque mon nom vous dit, Jorga Caracos, mon mari était grec, donc nous allions quelquefois en Grèce. Et au retour de Grèce, nous étions à Paris, et on voit au Grand Palais, sur la façade du Grand Palais, le trésor des Ozes. C'est pas possible. Hein? Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Donc... Donc vous reveniez. Donc nous revenions à Eoz. Voilà, et vous, dans votre tête, il fallait vraiment que ça revienne. Mais il fallait tout faire pour que ça revienne. Il fallait tout faire pour que ça revienne.
Alors, nous avions à l'époque le responsable des musées de province qui venait souvent pour savoir si nous avions un local susceptible d'accueillir ce trésor, pour le sécuriser ce trésor. Donc nous allions visiter des maisons à Eose, mais il n'y avait aucune maison, aucun bâtiment qui correspondait à ce que souhaitait la direction des musées. Donc la dernière visite, ça devait être, je me souviens bien, en 87. La dernière visite, moi je n'ai pas pu assister à cette visite, j'étais à Bordeaux. Et le lendemain, j'avais rendez-vous chez la coiffeuse. Et en allant chez la coiffeuse, je rencontre une amie qui était au conseil municipal, qui s'appelle Marie-Claire d'Armagnac, qui est une artiste peintre très connue et reconnue, et qui me dit, nous sommes désolés. Je m'appelle Gisèle, mais pour mes amis, c'est Gisou. Elle me dit, Gisou, je suis désolée de te l'apprendre, mais nous n'aurons pas le trésor à Eos, c'est fini. Il n'y a aucun bâtiment susceptible d'accueillir ce trésor. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut se rendre à l'évidence. Donc, je pars chez la coiffeuse. Et chez la coiffeuse, on apprend beaucoup de choses. Et donc, je pose une question. Pourquoi je la pose? Je me pose encore la question aujourd'hui. Je demande à la coiffeuse. À cette époque-là, actuellement la librairie Corbel, appartenait à Monsieur Cabana, qui était de Gabaret, et qui avait mis en vente. Et je demande à la coiffeuse, incidemment, est-ce que Monsieur Cabana a vendu sa librairie? Et la coiffeuse me dit non, c'était prêt à vendre, le sous-seing privé était presque signé, mais elle s'est détractée puisque c'était Corinne Fage qui achète le Crédit Agricole. Et là, le Crédit Agricole est en vente. Ah mais oui, je crois. Oula, alors je ne me suis pas fait sécher les cheveux. Je suis partie en courant à la mairie. Bon, comme j'avais l'entrée, en tant qu'adjointe, j'avais l'entrée dans le bureau du maire quand même. Je vais directement au bureau du maire, j'ouvre la porte sans frapper. Monsieur Faget était là, je lui dis, Monsieur Faget, il faut acheter le Crédit Agricole. Et là, il me regarde, il me demande si je vais bien. Et j'ai dit, mais oui, Monsieur Faget, je vais très bien, mais il faut se dépêcher parce que je crois que... Et il me dit, je dis, c'est la seule chance que nous ayons pour avoir le trésor. Il y a une chambre forte. Alors là, la discussion commence. Et c'était pas évident, puisque c'était... Donc, je lui ai téléphoné au Crédit Agricole pour savoir si c'est vrai. Donc, M. Faget téléphone au directeur du Crédit Agricole, mais il lui dit c'est vrai. Je passe le sous-seing privé demain. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il me dit, oui, mais attendez, il faut réfléchir. Je dis, non, il ne faut pas réfléchir, M. Faget. Il faut acheter le Crédit Agricole. Il dit, mais, il faut acheter le Crédit Agricole, rappeler le directeur et préempter. Alors, puis je sors de son bureau, je vais au bureau de la secrétaire générale, il nous rappelle, il me dit, ben ça y est, il me dit, j'ai préempté, et là, il se met devant moi, il me dit, et maintenant, si nous n'avons pas le trésor, qu'allons-nous faire? J'ai dit, mais monsieur Faget, nous avons une chance inouïe. Ah, il me dit, laquelle chance? C'est que monsieur Léotard soit ministre de la Culture, et que monsieur de Montesquieu, qui est notre député, est un ami intime de Léotard. Et là, les choses se compliquent. Oh, punaise. Heureusement, finalement, hein, un rendez-vous chez une coiffeuse, ça peut être déterminant pour tout. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que finalement ce trésor revienne à Eose? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les choses se compliquent parce qu'il y avait un différend entre M. Faget, qui avait été un excellent député, qui avait été suppléant du père de M. de Montesquieu. Au décès de M. de Montesquieu, M. Faget était son remplaçant, donc il était député. Il pensait que son fils allait lui laisser la place aux prochaines législatives. Il ne l'a pas fait. Donc, il y avait un très gros différent entre eux. Donc, il me dit, ne me parlez pas de M. de Montesquieu, je ne veux pas avoir de relation avec lui. Et c'est là que ça se complique. Donc, je laisse, je rentre chez moi, domaine de l'Agageant, et je téléphone à M. de Montesquieu. Sa secrétaire me dit, il est à Paris, mais je vous donne le numéro de son attaché parlementaire. Donc, je téléphone, j'ai son attaché parlementaire, et j'ai eu la chance que M. de Montesquieu soit dans son bureau. Et donc, je lui explique, je lui donne tous les détails. Et alors, il me dit, alors, qu'est-ce que tu attends de moi?
j'attends de toi, je lui dis qu'au bénéfice de l'âge, tu appelles Monsieur Fagette. Et il me dit, mais tu crois qu'il va me répondre? J'ai dit, en principe, oui. Mais il me dit, écoute, est-ce qu'il est dans son bureau? J'ai dit, oui, il est dans son bureau, il y sera jusqu'à 12h30. Mais je voudrais bien que tu m'avertisses quand tu l'appelles, parce que je voudrais bien être là. Alors il me dit, je lui dis, d'abord il faut que tu l'appelles, et il faut aussi, ça presse, que tu obtiennes un rendez-vous avec le ministre. Il me dit, c'est tout ce que tu me demandes. J'ai dit, oui, pour Eos, oui, c'est tout ce que je te demande pour Eos. Parce que je crois que c'est primordial pour notre ville. Donc, forte de son... qu'il accepte un petit peu, il me téléphone, il me dit, écoute, dans demi-heure, trois quarts d'heure, j'appellerai M. Fagette. Donc, je vais à la mairie. Évidemment, au bout de demi-heure, trois quarts d'heure, le téléphone sonne. On fait signe à M. Fagette que c'était M. de Montesquieu. M. Fagette, avec sa main, nous dit non. Non, 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 non. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis finalement, je dis, tiens, je vous passe, monsieur le député, je vous passe monsieur le maire. Vous avez forcé la main. Très bien. Je vous passe monsieur le maire. Et là, ils se sont parlé, ça a été très froid, mais il y avait un petit pas de fait quand même. Très bien. Voilà. Donc, je reviens chez moi. On se rappelle avec le député et on essaie quand même de mettre en place. Je demande au député d'appeler la secrétaire générale qui a fait aussi l'intermédiaire entre nous trois. Voilà le début. Parfait. Donc, le rendez-vous est pris. À Paris. Le rendez-vous est pris au mois de mars. Je crois que c'est, si mes souvenirs sont exacts, c'est le 8 mars 88. Que le rendez-vous est pris. Donc 3 ans après la découverte. 3 ans après la découverte, le 8 mars 90. 88. 88, pardon. Entre-temps, il fallait faire un dossier conséquent. On va pas au ministère de la Culture sans dossier. Donc ça a été... bon, la secrétaire générale a fait son travail. Moi, de mon côté, j'avais de bonnes relations à l'époque avec le président du Crédit Agricole du Gers, qui était M. Rispa, qui était l'homme important du département aussi, qui nous a donné tous les plans, qui m'a introduit dans une imprimerie qui s'appelait chez Madame Luquet, je crois, si mes souvenirs sont exacts, à Auch, qui nous a fait, j'y suis restée toute la journée, qui nous a fait toutes les photos du trésor, tout un dossier. Enfin, nous sommes partis à Paris avec un dossier vraiment complet. Donc, nous prenons l'avion à Pau. Entre Pau et Paris, la discussion était de savoir si le rendez-vous allait être... Voilà, parce qu'entre-temps, M. de Montesquieu avait invité M. Fagette au restaurant de l'Assemblée nationale. Donc, et moi aussi, bien sûr. Donc, nous arrivons à Paris, à Orly, nous avions rendez-vous à 12h30 rue de l'Université à Paris. Donc, nous arrivons à Orly, bombe à l'aéroport. Nous sommes coincés dans l'avion. Et là, pas de portable pour avertir que nous serions en retard. Bon, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. La bombe a été désamorcée. Bon, on a pu prendre un taxi. Et là, le taxi, ça, je me souviens, les feux rouges, ils étaient... Voilà, et on passait vite les feux rouges. Enfin, nous sommes arrivés à l'université un peu en retard, mais nous sommes arrivés. Monsieur de Montesquieu nous attendait devant la porte. Et donc là, il y a eu... entrevue entre deux. Il y a eu un sermon quand même, donc je dois dire. Et puis il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Fagette avait laissé une empreinte, vraiment une empreinte quand il était député. Donc il rentre dans le restaurant de l'Assemblée. Et là, quand il est rentré dans la salle, les députés présents, ils étaient nombreux, se sont levés. Il s'appelait Jean, monsieur Fagette. Et il disait, mais Jean, mais tu reviens, mais au moins tu nous amènes de l'Armagnac. Enfin, il y a eu un accueil très très chaleureux dont M. Fagette a oublié les ressentiments qu'il avait un peu envers de Montesquieu. Donc, je ne sais pas s'il y a dans la salle du restaurant, il y a une mezzanine. Donc, M. Fagette monte à la mezzanine, comme c'était un orateur extraordinaire, il a fait un discours tonitruant et il a remercié M. de Montesquieu. Voilà. Donc c'était ça qui a fait que... Voilà, le rapport entre les hommes et l'acceptation. Okay. À partir de ce moment-là, nous avons fait un bon repas et nous sommes allés au rendez-vous fixé au Louvre.
Et là, nous sommes reçus par Monsieur Pommier, qui était le responsable de tous les musées de France, qui était le bras droit de Lyotard à l'époque. Nous sommes reçus dans une très belle, au Louvre, hein, dans une très belle salle. Et là, Monsieur Faget commence à expliquer le trésor, en fait, toute l'histoire du trésor. Et on voyait qu'il regardait, il était attentif à ses paroles, mais il avait un regard fixe sur Monsieur de Montesquiou. Et Monsieur Faget me dit, alors c'est un peu occitan, hein, il me dit « Somme foutut ». Somme foutut, ça veut dire on est fichu. Et puis finalement, ce Monsieur Pommier, il s'adresse à Monsieur de Montesquiou, et puis il lui dit « Monsieur le député, vous êtes bien Monsieur de Montesquiou de Fezensac ?»« Oui, monsieur. » « Bien, mais je suis un parent de votre maman. » Et là, ça a été formidable. Donc, il s'adresse à Monsieur Faget. Monsieur Pommier s'adresse à Monsieur Faget en disant « Monsieur Faget, je suis très heureux de vous accorder l'autorisation de ramener le trésor dans vos murs, intramuros. » Voilà l'histoire de ce long cheminement. Qui est magnifique à écouter, magnifique à entendre, et c'est vrai que vos mémoires sont très très importantes pour expliquer à nos générations et même aux personnes qui sont intéressées, et que c'est important d'avoir des témoignages comme le vôtre. Merci beaucoup Gisèle de ce moment. Morale de l'histoire, il faut toujours aller chez la coiffeuse. Ah, exactement. Très belle morale. Merci beaucoup Gisèle pour toutes ces mémoires. Merci. Je vois si ça va.